20h à Cotonou et dans tout le Bénin, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. Au sommet, l'actualité de l'heure. En vigueur, reprise de la tension entre l'Élysée et l'Italie, critiquée par Paris, Salvini menace de rediriger vers Marseille des bateaux. Ce sera tout. Bienvenue sur Eden Télévision si vous venez de nous rejoindre. Je vous le disais en titre, c'était le rêve de tout un peuple et il est devenu une réalité. Ce soir, les écureuils du Bénin sont qualifiés pour le second tour de la Coupe d'Afrique des Nations, donc les 8e de finale. Une première après 4 participations à la CAN. Au terme de leur 3e match de poule face au Cameroun, ils ont réussi à contenir ces lions indomptables par un score de 0 but partout. En attendant de connaître leurs adversaires, bravo aux écureuils. Et bien sur ce sujet, nous retrouvons dans ce journal en direct l'un de nos reporters sportifs, Laurent Roland Kodjo-Toninkes. Laurent, bonsoir. Bonsoir, Félix Ferrand. Eh bien, vous êtes dans une fan zone à Bomey-Calavi où l'ambiance est très festive. Dites-nous comment vous vivez ce moment là où vous êtes. Il faut dire qu'il y a quelques minutes, c'était toute la liesse populaire ici. Les supporters des écureuils sur place à Bomey-Calavi étaient tout en joie parce que c'est une première, comme vous l'avez signifié, une première pour l'histoire du Bénin dans le football. Le Bénin qui se qualifie pour les 8e de finale. Et voilà, c'est une joie. Les populations manifestent leur joie parce que une fois on voit les écureuils du Bénin évoluer dans une compétition africaine. Merci Laurent. Et par quel mécanisme justement les écureuils sont arrivés à se qualifier? Alors il faut dire que les écureuils se sont qualifiés en étant meilleur 3e de leur poule parce que vous vous rappelez, pour le premier match ils étaient face aux Ghanéens, au Black Stars du Ghana, au match qui s'est soldé par 2 buts partout, match nul, donc un point partout pour chaque équipe. Et vous vous rappelez, ils avaient été félicités par le ministre des Sports, ils avaient été félicités par le président de la Cour constitutionnelle, mais malheureusement au cours du second match face à la Guinée, ils avaient fait aussi un match nul, 0 but partout, un match nul qui était que le Bénin avait accepté avec le Guamé parce que déjà ils auraient pu venir à bout des Bissau guinéens, mais malheureusement c'était pas le cas. Match nul également, un point également, ça faisait 2 points. Et donc ce soir, il fallait espérer toutefois une victoire des écureuils face aux lions indomptables du Cameroun. La victoire n'est pas arrivée, mais le match nul est arrivé. Et alors le Ghana qui a battu la Guinée de l'autre côté 2 buts à 0 devient premier du groupe et le Cameroun deuxième et le Bénin 3e avec meilleur 3e parce qu'en fait, il faut dire que le Bénin était talonné par le Kenya qui avait 3 points également, mais moins 3 et le Bénin 3 points plus 0, ce qui arrange les Béninois et qui fait d'eux maintenant les élus de cette 8e de finale qui doit commencer samedi prochain. Eh bien, quel sera le prochain adversaire du Bénin au cours de la 8e de finale? Est-ce que l'adversaire connu, Roland Toninkes? Oui, justement, l'adversaire est déjà connu, ce sera le Maroc parce qu'il est dit dans la programmation que le meilleur 3e du groupe F va rencontrer le Maroc et donc déjà le Bénin qui est qualifié ce soir doit se préparer pour affronter le Maroc. Le Maroc, je rappelle, qui a fait 3 matchs, 3 victoires, qui est sorti premier de son groupe avec 9 points. Et donc, du coup, ses coéquipiers tenus et conduits par Michel Dussuyer devront se battre pour espérer gagner le Maroc pour les 8e de finale pour pouvoir aller en quart de finale. Ce sera peut-être difficile, mais ce n'est pas impossible parce qu'on a vu les écureuils se battre sur tous les plans face au Ghana 2 buts partout, face à la Guinée qui a tenu en échec, je dirais, le Ghana 0 but partout, et face au Cameroun aujourd'hui 0 but partout. Cela veut dire qu'il y a de la progression dans le football béninois et donc on peut y croire. Merci Laurent Toninkes. Je suis avec un supporter des écureuils qui souhaitait aussi exprimer son état. Oui, nous vous écoutons, Laurent Toninkes. Oui, bonsoir.
Eh bien, Laurent n'est plus au bout du fil. Nous poursuivons ce journal. C'est déjà les vacances. Élèves et écoliers sont au repos. Un choix varié d'opportunités et d'activités s'offre aux vacanciers. Colonies de vacances, sorties diverses pour nous convaincre des coulisses des vacances. Suivez ce reportage. Les vacances sont des moments privilégiés pour certains élèves et écoliers occupés par les études pendant l'année scolaire pour faire de nouveaux apprentissages. Certains sont encore dans l'attente des résultats des examens, comme Robert et Shalom. Mais en attendant, je joue avec mes amis, on nous pose des coupes et on joue au billard. Tout. Je prends un peu de l'air. J'ai passé le bac cette année à série B. Je suis un jeune footballeur. J'attends un peu la compétition pour me mettre là-dedans, pour jouer. J'ai joué au Benefoot Academy cette saison. À l'UNAFRICA, c'est le badminton qui occupe ses enfants. Ce sport, pas trop connu encore des Béninois, les passionne déjà malgré leur âge qui varie entre 5 et 15 ans et ils s'y adonnent à cœur joie pendant ses vacances. Bon, je passe tout mon temps à jouer au badminton. Et j'aide aussi maman à l'atelier. De mes vacances, moi, je me suis inscrit dans un sport appelé le badminton. Parce que c'est un sport rare. C'est un sport rare que beaucoup de gens ne s'y intéressent pas. J'accompagne mes parents au marché, très souvent. Je les aide à pratiquer, à faire à vendre avec eux, quoi. Je joue le badminton à la maison. J'ai ma raquette avec moi, j'ai le volant avec moi. Je joue avec mes frères et mes soeurs à la maison. À côté, sur le terrain de basketball, Fawaz et Amel s'adonnent au basket tous les jours. Pour tuer le temps, je joue au basket. De temps en temps, pour tuer le temps, je joue à la play. Je me promène dans le quartier, où ça je viens jouer au basket là. J'aime bien le basket parce que c'est intéressant, c'est un sport d'équipe. Et j'aime bien dribbler. Un tour le long de la plage de Fidjiossé et l'on découvre des enfants bien occupés par divers jeux. Jeux de billes, jeux de cartes. Ces vacances, on joue au billard avec nos amis. On regarde la télévision et puis on joue au ballon. On s'amuse, on fait cache-cache aussi. Pendant que certains s'amusent, d'autres prennent du plaisir à les observer. Ils préfèrent parler du football et de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, surtout quand on sait que le Bénin a sa chance à jouer. La phase d'enregistrement du projet de reconstitution des actes de naissance en souche PRAL initié par le gouvernement et conduit par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a démarré effectivement ce mardi 2 juillet sur toute l'étendue du territoire béninois. Hier déjà, l'administrateur gestionnaire de l'ANIP et le président du comité technique de pilotage du RAVIP donnent un point de presse à cet effet, suivant les au micro de Roland Kodio-Tolinkes et de Romaric Devochi. Le gouvernement a initié 2 opérations majeures. La première, c'est le projet d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil qui concerne environ 2 500 000 personnes. La deuxième opération est l'opération dite de reconstitution des actes de naissance sans souche. Cette opération est prévue pour se dérouler du 2 juillet au 17 juillet 2019 sur l'ensemble du territoire national. Qui sont ceux qui sont bénéficiaires de cette opération? Pour être pris en compte, il faut être une personne ayant un acte de naissance dont la souche a été détruite, altérée, disparue ou qui se révèle inexistante dans les centres d'état civil. Il faut être une personne ayant un jugement supplétif, mais qui est sans procès verbal, dont le procès verbal n'existe plus. Pour être pris en charge dans cette opération, il faut se munir de 2 pièces. Un acte de la photocopie simple d'un acte de naissance, puis le récépissé d'enrôlement au RAVIP. L'opération ne prendra que pour chaque requérant environ 2 minutes au plus. Il faut retenir que cette opération
ne prend pas en compte celui qui a un problème de souche, mais déjà rétabli au niveau du tribunal. Donc, avec la nouvelle opération du projet de reconstitution des actes de naissance sans souche, notre pays entend réaliser une grande avancée dans la modernisation de son état civil. D'ores et déjà, je parle d'un troisième point qui interviendra incessamment après le point et qui fait l'objet de notre réunion, c'est le Dématec, étape où tous les registres d'état civil existants actuellement au niveau des arrondissements, au niveau des centres d'état civil, seront numérisés et les actes seront mis sous une forme dématérialisée. Si nous atteignons cet objectif, avant la fin de l'année, nous serons sûrs que la modernisation de l'état civil est un pari gagné. Actualité en dehors du Bénin, le Burundi célèbre aujourd'hui 2 juillet le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. Dans le cadre de cette fête d'indépendance, le président burundais Pierre Nkurunziza s'est adressé à son peuple à Bujumbura. On l'écoute. 4 milliards par an multipliés par 57 pour comprendre combien d'argent les célébrations de l'indépendance nous ont déjà coûté. Combien on gaspille. Combien cette indépendance nous affaiblit. Normalement, les colons pouvaient être des hommes bons s'ils nous remboursent tout ce qu'on a déjà gaspillé pour ces 57 cérémonies. Ce terrain de football qui est juste en face de nous, non seulement il est petit pour incarner notre brave Rwagazor, après qu'il nous a donné l'indépendance, il a été accompagné par beaucoup de sang des gens tués dans ce stade. Ces sangs ne devaient pas suivre celui qui nous a donné l'indépendance. Qu'il faut oublier toutes les démarches qu'ils entreprennent pour déstabiliser le Burundi, car s'ils continuent, ils auront affaire avec Dieu le Tout-Puissant. Le Dieu du ciel est témoin. Donné par Dieu le Tout-Puissant. L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés vont prolonger de 9 mois les baisses de production de pétrole déjà en vigueur. Objectif, soutenir les coûts de brut alors que la demande mondiale s'essouffle. Un accord qui sera officiellement prolongé par les 14 pays de l'organisation et 10 de leurs alliés. Une proposition soutenue par la Russie et l'Arabie Saoudite au G20. Écoutez justement à ce propos le ministre saoudien de l'énergie après la signature de cet engagement. L'engagement de prolonger de 9 mois ces baisses de production est sans équivoque, c'est très solide et très fort. Je pense qu'en fin de compte, tout le monde s'est réuni avec enthousiasme pour soutenir une charte permanente de coopération avec les pays non membres de l'OPEP. Nous allons la présenter à nos collègues qui ne font pas partie de l'OPEP et je suis convaincu qu'ils l'adopteront avec le même enthousiasme. En France, un évêque lève un voile sur la sexualité des prêtres. Intime du cardinal Barbarin à l'archevêché de Lyon, le remuant évêque Emmanuel Gobillard se révèle en osant aborder de front le tabou de la sexualité des prêtres tout en gardant le soin de ne pas écorner les fondamentaux de l'Église. Reportage. Âgé de 51 ans, Emmanuel Gobillard est fils de militaire. D'allure sportive, il est devenu en septembre 2016 l'un des plus jeunes évêques de France lorsqu'il est choisi par le pape François pour épauler Philippe Barbarin à Lyon. À l'aise face aux médias, l'homme aux lunettes brunes se fait connaître du grand public comme porte-parole du diocèse pendant la tempête médiatique du procès Barbarin, sachant, contrairement à son supérieur, éviter maladresse et polémique. J'étais dans un petit village malgache, j'avais probablement de la fièvre, je devais avoir une grippe. Je pensais que c'était le palu, mais en fait non, c'était juste une grippe. C'était la veille de Pâques, il faisait chaud, il y avait des moustiques, il pleuvait. Je me suis senti très seul en fait. Et là, j'ai éprouvé le désir d'une compagnie, j'ai éprouvé le désir d'une femme en fait. Et ce désir-là qui est tellement naturel, qui est tellement évident, qui est normal, qui est paisible, je l'ai raconté. Un prêtre, il me dirait ça. J'aurais tendance à lui dire, écoute, essaye de trouver dans ton ministère d'abord une reconnaissance profonde, une joie profonde. Je pense que souvent on dit, tiens, si tu as des désirs ou des pulsions sexuelles, équilibre ta vie, va faire du sport ou prendre une douche. Non,
La sexualité, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus profond. Hein. Ça dit quelque chose de la profondeur de notre humanité. Et donc, j'aurais plutôt tendance à lui dire, trouve ton équilibre dans le choix que toi-même as fait, c'est-à-dire dans ton choix de vie. Sur fond de scandales répétés qui éclaboussent l'Église, il publie en 2018 « Aime ce que tu veux, fais-le » où il confronte son point de vue sur la sexualité des célibataires, consacré avec la sexologue Thérèse Argot, une première pour un religieux français de son rang. On a percé un abcès en révélant toutes ces affaires de pédophilie. Moi, je suis très heureux que ces affaires soient révélées. Hein, et j'encourage tous ceux qui peuvent le faire à parler, à s'exprimer pour que l'abcès soit percé. Parce que la condition de possibilité d'un changement, d'une évolution, d'une conversion, eh ben, c'est d'abord de reconnaître le mal, hein, de l'identifier. Donc en ce moment, on le reconnaît. Eh ben, en fait, la période est favorable. Vraiment favorable. Les gens disent oh, c'est terrible ce qui nous arrive. Non, c'est très bien ce qui nous arrive. Il faut que l'Église se libère de cet auto-référencement dont parle beaucoup le pape. On n'est pas compétent sur tout. Il y a des enquêteurs, il y a des policiers, il y a la justice qui est là pour nous aider. Il y a des médias, chacun fait son métier. Comme il y a des médecins, voilà. Donc il ne faut pas se prendre pour le centre du monde. Et donc ce changement-là, c'est celui-là. Dès que quelque chose me parvient et que j'ai des soupçons, hop, procureur. Bombardé de facto spécialiste de la sexualité au sein de l'Église française, Monseigneur Gobillard est dès lors sollicité par des confrères en recherche de dialogue hors du cadre de la confession. Face à eux, il soutient que les pulsions sexuelles révèlent toujours un profond besoin d'aimer. Toujours en France, 400 militants écologistes et des Gilets jaunes ont uni leurs forces pour bloquer ce 2 juillet les accès à des sites d'Amazon à Toulouse, Lille et Paris, protestant contre la destruction d'emplois et l'aggravation du dérèglement climatique dont ils accusent le géant américain de la vente en ligne. Action non violente COP21, les Amis de la Terre et les Gilets jaunes s'opposent en particulier à l'ouverture prochaine de 3 méga-entrepôts d'Amazon à Brétigny-sur-Orge, Lyon et Metz, destinés à doubler le volume des ventes de l'entreprise dans l'Hexagone. Suivez. Toute la journée, aucun employé d'Amazon ne rentrera. Les seuls autorisés à rentrer sont les activistes, la presse et les sympathisants, gilets jaunes et autres activistes. Pourquoi Amazon? Parce qu'en fait aujourd'hui, l'empreinte carbone liée aux importations n'est pas suffisamment prise en compte par le gouvernement. On estime, l'Agence de l'environnement nous dit que c'est 1/4 des émissions de gaz à effet de serre des Français qui sont provoquées par la fabrication et les transports des produits textiles et électroniques, notamment vendus par Amazon. Amazon est un géant de la distribution. En fait, il continue sa stratégie de croissance en France. Donc nous, on est là pour le stopper dès aujourd'hui parce qu'il a un impact encore plus négatif que les autres acteurs sur la surproduction. C'est une méga entreprise qui pille la planète pour le plus grand profit de ses actionnaires et au détriment des salariés, des consommateurs et des producteurs. Amazon, justement, a une responsabilité énorme dans un système global qui détruit en fait le vivant. Le vivant, c'est-à-dire il détruit à la fois la nature et les êtres humains. Clairement, ensemble, sont considérés comme des produits ou considérés comme des machines à produire. Et c'est un système complètement destructeur qu'il faut vraiment combattre. On vient juste expliquer qu'il y a une autre façon de consommer, que cette autre façon de consommer, elle est maligne. Parce qu'en fait, les choses qu'on propose dans nos boutiques sont vraiment à des prix très très accessibles, qu'on peut se faire un look différent des autres, donc s'affirmer davantage, et que surtout cette action, cette façon de consommer préserve l'environnement parce que les choses sont déjà fabriquées. Regain de tension entre la France et l'Italie. Accusé de pratiquer l'historisation, le ministre italien a promis de rediriger vers Marseille et Corse les prochains bateaux de migrants. L'arrestation en Italie de la capitaine du navire Sea Watch Free, Carola Rackete, qui a forcé le passage en faisant débarquer 40 migrants en Italie, relance le conflit entre la France et l'Italie. Entre l'Italie et la France qui ravivent de vieux démons. L'objet de la discorde, toujours le même, la question migratoire. Et cette fois-ci, Matteo Salvini a trouvé la solution. Et vu que le gouvernement français est si généreux, au moins en parole avec les immigrés, nous enverrons les éventuels prochains bateaux vers Marseille. Un tweet qui intervient quelques heures seulement après les déclarations de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, sur LCI. Je regrette évidemment que nous en arrivions à cette situation parce que le gouvernement italien fait malheureusement le choix d'une stratégie d'hystérisation sur des sujets qui sont évidemment très douloureux. Il est important de rappeler que la France, comme l'Union européenne, ont été solidaires de l'Italie ces dernières années.
Interrogée sur les questions des migrants en Méditerranée, elle pointe du doigt le gouvernement italien, beaucoup trop autoritaire. Dans la même veine, elle avait accusé le Milanais de verser l'instrumentalisation politique de cette question. Sibeth Ndiaye avait en outre affirmé que depuis le début de la crise migratoire, l'Italie avait bénéficié d'environ 1 milliard d'euros d'aide de l'Union européenne. Il n'en fallait pas plus à Matteo Salvini pour tweeter son incompréhension ou du moins sa colère. Mais au fait, qu'est-ce qui a déclenché tout ça ? C'est cette femme, Carola Rackete, capitaine du Sea-Watch 3, qui, au courage et au culot, n'a pas eu peur d'affronter les autorités italiennes pour accoster sur l'île italienne de Lampedusa, son navire à bord duquel se trouvaient depuis 17 jours 40 migrants. Prenant une politique anti-immigration, le gouvernement s'était récemment opposé au débarquement de ce navire. Malgré le blocus des eaux territoriales italiennes imposé par le vice-président du Conseil italien, la capitaine allemande a décidé de forcer le passage. Un incident qui lui a valu d'être arrêtée lorsqu'elle a posé pied à terre. C'est un acte criminel, c'est un acte de guerre. Elle a été arrêtée à Lampedusa. La justice italienne dispose de 48 heures pour décider si elle doit rester en prison ou non. Et la jeune femme passerait son temps en prison. Sinon, c'est déjà prêt au ministère de l'Intérieur. Ce sera une demande d'expulsion pour la placer dans le premier avion pour Berlin. Une capitaine hors la loi pour Matteo Salvini, dont l'action a fait l'objet de critiques sur la scène européenne. Outre Paris, le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, a demandé une clarification rapide des accusations pesant contre Carola Rackete, estimant que sauver des vies était une obligation humanitaire et que le sauvetage en mer ne saurait être criminalisé. Quoi qu'il en soit, Matteo Salvini ne changera pas de bord et sa politique anti-migratoire n'est pas prête de s'arrêter là. Malgré les critiques diverses de l'Union européenne, le ministre italien reste l'homme fort de la péninsule, ayant écrasé tous ses opposants lors des dernières élections européennes. Son parti, la Ligue du Nord, est arrivé largement en tête avec environ 30% des voix, de quoi le conforter dans son intransigeance. Sport à nouveau pour mettre un terme à ce journal. Les diverses compétitions sportives lancées dans la commune de Khouyogbe ont connu leur épilogue ce samedi. Organisées dans le cadre de détection des talents pour la constitution des équipes communales dans diverses disciplines sportives, ces compétitions offrent également une bonne ambiance des vacances dans les communes du Mono. Images et sons de la finale de football à Khouyogbe avec Jonas Bocci à travers ce reportage. Cette soirée du samedi 29 juin 2019 consacre la finale des diverses compétitions sportives dans la commune de Khouyogbe. La plus en vue était celle du football qui a drainé une grande foule au terrain du CEG Khouyogbe. Les arrondissements de Doutou et de Sey se disputaient la coupe du tournoi inter-arrondissement dans cette commune. Mais avant le coup d'envoi de la finale, le directeur départemental du sport du Mono a tenu à faire cette mise au point. Je peux vous dire déjà que depuis que la compétition a commencé, il y a une équipe constituée qui vous observe et qui détecte le potentiel qu'il y a en chacun. Ne perdez pas de vue que vous devez donner le meilleur de vous-même pour vous retrouver au niveau de l'équipe communale. Si vous êtes trop dangereux et que vous allez prendre des cartons, ce n'est pas la peine qu'on vous mette dans une équipe. Parce que vous serez un handicap pour l'équipe au niveau de la commune. Donc, le fair play qui doit nous caractériser, il ne faut pas le perdre de vue. Contrainte à aller au tir au but après un match nul de 0 but partout, c'est l'équipe de l'arrondissement de Sey qui a finalement remporté la coupe par 5 buts contre 3. Quand on perd, ça doit faire mal. Ça me fait mal. Ça fait mal à tous mes accompagnateurs. En fait, on a fait notre jeu. Eux aussi, ils ont développé leur jeu, mais à la fin, on a été meilleurs, c'est tout. Passé cette étape des finales, les regards sont désormais tournés vers les objectifs de cette compétition. Celui de sélectionner, de constituer une équipe communale. Je l'attendais il y a longtemps et j'en profite pour remercier le gouvernement et appeler tout Béninois, tout amateur du football à accompagner le gouvernement afin que ces objectifs soient atteints. Il faut que les enfants détectés soient mis dans un cadre où ils seront encadrés par des techniciens de haut niveau afin que nous tous nous jouissions de leurs prestations pour le bien du Bénin. La commune de Khouyogbe s'est particulièrement illustrée dans l'organisation des tournois et le directeur départemental du sport du Mono leur tire chapeau. Je voudrais dire merci aux encadreurs, à la commune, aux responsables de la commune qui
ont travaillé en parfaite intelligence avec le comité communal de sport, l'UACS et tout le monde. Il y a eu cette ouverture d'esprit qui les a caractérisés, qui nous a favorisé les choses. L'espoir d'une renaissance du sport au Bénin va grandissant et le grand souhait est que les fruits tiennent la promesse des fleurs. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour demain.